permettez-moi d'abord de remercier ENDA de cette initiative qui est une initiative vraiment innovante, qui tend le micro aux différents acteurs de la société civile, notamment les organisations de femmes. Je dirige une organisation de femmes qui travaille beaucoup avec les collectivités territoriales. Donc c'est vraiment très important et une opportunité pour nous de vraiment dégager des perspectives par rapport aux questions que vous allez poser, mais d'identifier également tous ces points qui peuvent nous sembler parfois difficiles, mais qui nous donnent l'occasion évidemment de nous exprimer et de dire vraiment ce qu'on pense par rapport à l'élu. Alors pour nous, en tout cas pour moi, qui suis souvent sur le terrain, l'élu idéal pour nous, c'est vraiment quelqu'un qui a une vision très claire de sa collectivité. Une vision très claire, ça veut dire une vision qui lui permet de mettre en place une bonne planification sur les 5 années à venir. Une bonne gestion de sa collectivité territoriale, mais l'élu qui a une écoute très attentive et très pointue de sa collectivité, mais des membres qui composent sa collectivité territoriale. Je pense que c'est important de savoir que dans une collectivité territoriale, il ne suffit pas de demander le suffrage, mais il suffit en amont de savoir ce qu'on veut, ce pourquoi nous demandons le suffrage, ce pourquoi ils demandent le suffrage, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec justement ces collectivités et rendre effectifs vraiment les besoins spécifiques de la population. Je pense que c'est important que l'élu, en tout cas l'élu, sache que il y a beaucoup de défis qui l'attendent. Alors dans ce contexte préélectoral qui est un contexte où nous avons identifié beaucoup de candidats effectivement qui veulent demander le suffrage, en tout cas qui compétissent pour vraiment être élus, le modèle que nous attendons, c'est quelqu'un qui va définir vraiment les bonnes orientations de la collectivité territoriale, mais qui, pour convaincre, doit mettre sur la place un programme qui a déjà identifié les spécificités de sa localité en termes de besoins de développement local, notamment dans l'éducation, l'accès à l'éducation, notamment la santé, surtout pour les femmes qui font partie, on les appelle communément la couche vulnérable avec les jeunes, tout ce qui concerne les postes de santé, les centres de santé, développer en tout cas le plateau technique. L'accès doit être facile pour ces couches vulnérables-là, mais en termes de développement local, surtout l'accès aux ressources, l'autonomisation, l'offre d'emploi pour les jeunes, la collecte des ordures, l'environnement d'une manière générale, je pense que c'est important que l'élu fasse un programme qui soit un programme inclusif, mais un programme qui prendrait en charge les besoins spécifiques de ces localités-là, mais en bâtissant, si vous voulez, un programme qui soit une co-construction avec la population. Toutes les couches de sa population doivent s'impliquer justement à construire ce programme-là. Mais également, il y a un point important, à mon avis, qu'il faudrait aussi prendre en compte. Si c'est un élu qui demande un suffrage supplémentaire, c'est-à-dire que c'était d'abord un élu, mais qu'aujourd'hui il veut recompétir, il faudrait qu'il fasse le bilan de ces 5 années passées, ou de ces 7, parce que nous n'avons pas tenu les élections à date échue. Et je pense qu'il est important d'évaluer déjà ce qu'il a fait et que la population aussi puisse avoir l'opportunité de pouvoir évaluer ce qu'il a fait. À ce moment-là, il n'aura même pas besoin de faire une campagne
Mais aujourd'hui, en tout cas pour les nouveaux qui font des campagnes, je pense qu'il est important que la construction d'un programme, la dynamique vraiment de l'écriture même d'un programme doit tenir sur des bases claires. Identifier les besoins spécifiques de la population, mais pour les identifier, il va falloir les impliquer. Parce que si vous ne les impliquez pas, vous allez faire des promesses peut-être qui ne seront pas tenues. Parce que la population connaît bien ses besoins. Il est important, à mon avis, que cette population-là puisse aider à la construction de ce programme-là. Parce que demain, si vous êtes élu, vous avez demandé le suffrage, mais demain, si vous êtes élu, vous devez également mettre des mécanismes en place pour pouvoir quand même impliquer toutes ces personnes-là jusqu'au quartier, mettre en place des structures qui peuvent permettre également à la population d'identifier et de classifier les différents problèmes qui leur paraissent prioritaires. Mais je pense qu'il est important également dans cette co-construction d'établir des étapes qui donneront l'occasion aux maires d'être vraiment ouverts et d'être également présents. Parce que souvent, la présence du maire peut être un problème handicapant dans la mesure où souvent ils ont des postes cumulatifs, si on peut le dire comme ça. Et ces postes cumulés ne leur donnent pas souvent l'occasion d'être présents. Donc je pense que pour être efficace, il va falloir avoir une bonne capacité d'écoute, une bonne capacité de pouvoir impliquer la population, une bonne capacité de pouvoir identifier les problèmes qui se posent au niveau de la population, mais une bonne capacité de pouvoir planifier et de dégager les défis qu'il faut au niveau de la localité. Il y a plusieurs recommandations. Je pense que pour moi, la première recommandation réside sur le fait que les femmes doivent être impliquées. Parce que quand nous parlons de gestion de la collectivité territoriale, si nous n'impliquons pas les femmes dans la gestion du budget, par exemple, si nous n'impliquons pas les femmes dans la collecte des ordures, dans la gestion de l'environnement, dans la santé, dans l'éducation, je pense que le maire aura raté quelque chose. Pour moi, la priorité réside sur le fait que vraiment, dans les différentes recommandations que nous pouvons faire au maire, il faudrait que la recommandation de pouvoir identifier, parce que quand vous allez dans les collectivités territoriales, le gros souci, c'est un problème environnemental. Il y a un problème environnemental qui se pose. Mais il y a un autre problème qui, pour nous, est essentiel. Je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la participation des femmes. Nous avons des conseillers qui ne connaissent pas forcément leur mission. Et je pense que la grande recommandation, c'est d'augmenter les renforcements de capacité, que ce soit au niveau du maire et ses conseillers, en tout cas tout le personnel qui concourt pour le développement de ces localités, que ces élus soient formés. Mais il y a également une autre recommandation, c'est de savoir rendre compte. Quand vous gérez une collectivité locale, vous gérez en même temps des personnes, vous gérez des ressources, quelles que soient les ressources humaines, les ressources économiques. Et pour les ressources humaines, vous devez être entouré de personnes et de personnalités qui puissent vous accompagner dans la gestion de la collectivité territoriale pour vraiment arriver aux objectifs que vous vous êtes fixés. La troisième recommandation serait la formation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la formation, elle doit être permanente. Elle ne doit pas être seulement épisodique. La formation des élus sur les thématiques qui les concernent, la gestion des collectivités territoriales, mais également, comme je disais tout à l'heure, la mission qui leur est confiée pendant 5 ans,
connaître ces missions-là, connaître quelles sont les compétences qui sont transférées et leurs limites me paraît important parce que il ne suffit pas de gérer la collectivité, il suffit aussi de faire comprendre à la population, voilà ce qu'on m'a confié et je le ferai avec vous, vraiment d'une façon dynamique. Je rendrai compte. Je ne rendrai pas compte à la fin de mon mandat, mais j'organiserai des cadres qui nous permettront d'échanger ensemble, d'évaluer ensemble, de voir là où on n'a pas pu y aller, quelles sont les ressources qui nous ont empêchés d'aller vraiment de répondre à ces besoins-là, de planifier la suite et à chaque fois évaluer ce qui a été proposé au début à la population. Je pense que ce sont des recommandations pour moi qui sont importantes. Et il y a une autre recommandation qui est une recommandation forte également. Je parlais tout à l'heure de l'implication de la population. Mais pour l'implication de la population, il va falloir mettre en place des cadres. Et les cadres de concertation sont des cadres qui sont, à mon avis, importants dans la mesure où la population à la base est impliquée. Ils identifient eux-mêmes leurs problèmes. Ils savent que les routes ne sont pas accessibles. Ils savent que les postes de santé ou les centres de santé ne sont pas dotés, en tout cas de matériel qui leur permet d'être en sécurité. Ils savent également que l'eau n'est pas potable. Ils savent également que l'environnement dans lequel ils vivent n'est pas un environnement sain. Ils savent également qu'il y a des problèmes de sécurité par rapport à l'électrification de la zone qui n'est pas effective, par exemple. Ils savent également que dans leur communauté, il y a énormément de problèmes parce que les enfants n'ont pas accès à l'école, à la scolarisation. Et les femmes qui ont des enfants dans ces collectivités-là ont des problèmes effectivement de pouvoir accéder aux postes de santé parce que les postes sont loin, parce que également les postes ne sont pas dotés de plateaux techniques efficaces. Et je pense que le maire est là. Dans les promesses électorales, il ne faut pas que ça soit seulement des promesses. Il faut que ça soit suivi d'actes ce sont des actes qui doivent être évalués demain. Pour que, avant la fin du mandat, que les populations puissent se dire, nous avons collectivement construit ou nous avons co-construit ce que nous avons aujourd'hui. Et demain, vous nous avez satisfait. Si vous redemandez nos voix, nous allons vous les donner. Mais on ne peut pas aller aux élections sans pour autant faire une évaluation. Il faut toujours une évaluation.